Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 11e épisode de Nacto de Relève. Thomas Lafont à l'animation, en compagnie de Philippe Gendron et Laurie Doré. Vous allez bien? Certain, toi. Ah, très bien, merci. Grosse semaine de baseball dernièrement. Est-ce que vous en avez écouté certainement un peu? J'imagine. En fait, oui. Vous avez vos séries de la semaine à nous présenter dans pas long. Mais écoute, ça a brassé la semaine dernière dans le baseball majeur. Non seulement du côté des Angels, mais aussi du côté des Red Sox. Et il s'est passé beaucoup de choses. On va vous en parler, mais pour commencer, on va commencer avec nos séries de la semaine. Dans le fond, vous expliquer un peu c'est quoi. Chaque semaine, on va suivre une série pour ensuite vous en faire faire un retour là-dessus lors de l'épisode suivant. Et on va commencer avec toi, Laurie. Tu suivais les Astros qui visitaient les Mariners. Oui, c'est ça. Ben, c'était une série assez, on va dire, offensive, surtout du côté des Mariners, là. Dans les 4 matchs qu'ils ont joué, en fait, ils ont marqué au-dessus de 6 points, là, fait que ils étaient pas mal en feu. Les Astros sont un peu décevants, là, on va se le dire, mais tu sais, en même temps que la perte d'Hunter Brown, ça va pas aider, mais je sais qu'on va sûrement en parler un petit peu plus tard, là, aussi dans l'émission. Donc, c'est sûr que cette perte-là, elle a pas aidé. Mais écoute, c'est des matchs quand même intéressant. Là. C'est tout le temps plus le fun de voir des hauts pointages que des bas pointages. Là. Mais ouais, Alvarez, du côté des Mariners qui. Non, excuse. Du côté des Astros, voyons, fallait pas le dire. Sérieusement, ben, il joue bien. Là, je veux dire, c'est un des meilleurs frappeurs. Puis c'est sûr que ça va pas les aider, mais il manque vraiment de profondeur du côté des Astros. Ce qui va leur faire mal au cours de la saison. Puis là, avec Brown qui n'est pas là, c'est un autre coup qui fait vraiment mal pour eux. Fait quoi, je vois vraiment les Mariners continuer sur leur lancée au courant de la saison, puis finir dans les premiers de leur division. Là. Donc, c'était une bonne série. C'est un bon choix, Thomas, pour moi. C'était un peu... avec un haut pointage comme ça, c'est sûr que, comme j'ai dit, c'est plus la fun. Là. Ben, ça fait plaisir. Puis, avant la série, les offensives des Mariners, ça allait vraiment pas bien. Surtout du côté de Cal Raleigh, entre autres, et Rodriguez. Est-ce qu'ils sont réveillés pendant la série? Là, j'ai pas les stats, mais oui, là, c'était vraiment mieux. C'était vraiment mieux, là. Je pense que cette série-là de 4 matchs leur a fait du bien. Là, je cherche les stats, là. Je vais les sortir, là. Ça. Mais oui, ça leur a fait du bien. Là, ça va sortir. Déjà-tu avec toi, Thomas, ou scoring? Ouais, ben, je suis en train Ouais, on est justement en train de les deux en même temps, hein? des, des sorties. Ouais. Mais ça, c'est un travail d'équipe. Ouais, c'est ça. Mais ça, du côté des Mariners, Cal Raleigh, avant la série du week-end, c'était un OPS dans les 400. Même chose du côté de Julio Rodriguez. Il n'y avait aucun circuit pour l'instant. Et là, il s'est réveillé. Un circuit, si je ne me trompe pas, samedi. Tu pourras me corriger si je me trompe. Mais je pense que les canons des Mariners commencent à se réveiller. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai la même chose que toi. Puis, c'est ça, je pense que cette série-là leur a permis de se réveiller puis de prendre un petit peu de momentum pour le reste de la saison. Là. Puis, je veux dire, j'imagine que ça leur prenait quelques matchs avant de se mettre, d'être à l'aise puis de se partir. Ça arrive tout le temps aux bons joueurs. Que ça prenne du temps un peu avant de partir la machine. Puis je pense que cette série-là, ça leur a permis de faire ça. Puis en espérant pour les Mariners que ça continue comme ça pour faire les séries. Là. Ben, écoute, en espérance pour mes prédictions, C'est parce vrai. que pour l'instant, toutes les prédictions que j'ai faites depuis la saison
Ça va pas très bien. Bon, encore très tôt dans la saison. De mon côté, je suivais les Dodgers. C'est une revanche de la Série mondiale, les Dodgers, qui étaient en visite à Toronto. Dans le premier match, Max Scherzer affrontait Justin Robles et les Dodgers ont frappé très tôt et très fort un circuit de Oscar Hernandez dès la première manche. Les Jays qui ont répliqué grâce à Ernie Clement qui vient marquer. Par contre, ça sera tout du côté des Jays, des Dodgers qui ont vraiment donné aucune chance aux Blue Jays. Une victoire de 14-2. Dawson Rushing qui termine la rencontre avec 4-4, deux circuits. Je pense que j'en ai parlé lors du dernier épisode, mais vraiment grosse performance de sa part. Également des circuits de la part de Kyle Tucker, Shohei Ohtani et Freddie Freeman. Donc, dans le premier match de cette série, les Dodgers qui, sans vouloir, je ne mangerai pas mes mots, ont varlopé les Blue Jays dans ce premier match. Dans le deuxième match, c'était Yamamoto qui était sur la butte du côté des Dodgers qui affrontait Kevin Gausman. Et Yamamoto a repris là où il a laissé en série mondiale. A eu exactement la même ligne, la même performance en fait que lors de son dernier départ en série mondiale. 6 manches, 5 coups sûrs, 1 point mérité, 1 but sur balle alloué et 6 retraits au bâton. Et la plupart de ces. En fait, la plupart il s'est mis un peu dans le trouble à la fin de son départ, mais c'est bien sorti d'affaire. Ensuite, les Blue Jays qui ont eu une belle occasion en septième manche de créer l'offensive avec les buts remplis. Par contre, ça s'est terminé, les buts remplis et aucun retrait. Par contre, ça s'est terminé avec un ballon de Andrés Ménez dans la gauche, un retrait au bâton de Valenzuela et une chandelle de George Springer au champ droit pour laisser les coureurs sur les buts. Donc, il a sorti une stat lors du broadcast. Les Jays, à ce moment-là, étaient 1-17 depuis le début de la saison avec les buts remplis. Je n'ai pas été recalculé pour voir si ça a changé dans la dernière semaine, mais quand même, 1-17, ça explique pas mal pourquoi cette équipe-là a de la difficulté depuis le début de la saison. Les Dodgers qui avaient déjà construit une avance confortable dans le début de la rencontre, entre autres grâce à Shohei Ohtani et Alex Freeland, a ajouté un point pour confirmer, un point d'assurance en 9e manche. Si je ne me trompe pas, c'était de la part de Andy Pages pour remporter cette rencontre au compte de 4-1. Et dans le troisième match, les Jays cherchaient à sauver l'honneur et éviter le balayage dans cette rencontre. Ce qu'ils ont fait, victoire de 4-3. Par contre, ça a été très, ça a été très difficile. En septième manche, 2 points qui ont marqué grâce à George Springer, qui a fait un double, qui a marqué Davis Schneider et qui a avancé Malstra, Dawson Varsho, qui a produit l'autre point, Malstra, en fait, qui est venu marquer. Et ensuite, en huitième manche, Davis Schneider, après avoir avancé sur un double de Okamoto, ensuite est ensuite venu marquer sur un simple de Andrés Ménez pour le point. Non, je me suis trompé. Pardon. Lors d'une erreur des Dodgers, lors d'un but volé des Blue Jays, pour venir marquer le point gagnant en huitième manche. Victoire de 4-3 des Jays dans cette rencontre. Cette série a été aussi marquée par John Schneider qui s'est fait sortir du deuxième match suite d'une altercation
avec l'arbitre suite à une faute non intentionnelle de Kevin Gausman. Il y a un petit débat à avoir, à savoir si c'était vraiment une bague ou non, parce que Gausman a tendance tout le temps à donner son petit coup avant de faire son lancer comme il fait à chaque fois depuis des années et qui n'avait pas été codé avant la rencontre. Et ça a semblé avoir un peu réveillé les troupes, les Jays qui ont bien terminé la série. Pour mon MVP, je le donne à Dalton Rushing. Il n'y a pas vraiment un joueur de Dodgers qui s'est vraiment distingué lors de cette série-là. Mais lui, même s'il a joué seulement un match, quand est-ce que tu vois un receveur suppléant finir la rencontre avec 4 coups sûrs en 4 présences au bâton et 2 circuits? Hein? Je pense que c'est assez rare. Et donc, il mérite ce titre du MVP de la série. Donc, c'est les Dodgers qui remportent la série 2 matchs à 1 dans cette revanche de la série mondiale. Peut-être qu'on la reverra plus tard au mois d'octobre, on ne sait jamais. Je sais que Finn, toi, c'était ça ta prédiction pour la série mondiale, je ne me trompe pas. Hein? Ouais, donc ça s'aligne pas pour ça, mais ça peut toujours arriver. Écoute, Tout est possible. On ne sait jamais. C'est une longue saison. Hein? De ton côté, tu suivais les Angels qui est en petite à Cincinnati. Ouais, c'est une série un petit peu plus différente que je m'y attendais. Je vous avais parlé de Chase Burns. Finalement, Chase Burns a lancé 5 manches et 5 points. C'est quand même respectable, mais sans aller trop en détail comme Tom l'a fait, là, je vais rester un petit peu plus en surface. Mais, ouais, écoute, ça va être à retravailler de mon côté. C'est des matchs au pointage. Puis c'est un peu ironique que je vous dise ça parce que les deux choses qui m'ont marqué, c'est 2 lanceurs partant des Angels. Donc, c'est un peu ironique de dire que c'est des matchs qui ont fini à haut pointage. Mais premier match, Jack Kochanowicz, honnêtement, je n'étais pas un grand connaisseur de lui. Je n'avais pas vraiment regardé beaucoup de matchs. L'année passée, fini avec une moyenne de points mérités de 6,20, je crois. Donc, je ne m'attendais pas à rien de super. Puis quand j'ai vu lancer, c'est plus que ça allait, plus qu'il prenait de la confiance. Puis honnêtement, je regarde un peu, j'ai regardé ses statistiques, puis ses données, puis contrairement à l'année passée, c'est un gars qui a augmenté. Normalement, on voit le contraire. Là. Normalement, on voit des lanceurs qui lancent un petit peu plus par en haut, baisser un peu leurs bras de plus en plus pour essayer d'aller chercher plus de mouvement. Mais c'est un gars qui lui, a augmenté son angle de lancer. Donc, au lieu de... Il était dans les environs, je pense, de 27, non, 30, 32, puis là, il est rendu à 37, donc il est vraiment plus par-dessus. Puis son stuff marchait très bien. Là, une excellente balle rapide tombante qu'il utilisait généralement. Donc, c'était un petit peu ma surprise de la série. Puis le dernier match, on s'entend que José Soriano, je ne sais pas si on compte en parler, mais c'est incroyable. Si vous ne l'avez jamais vu lancer, il me fait penser à un receveur quand il lance. Il cache la balle. C'est vraiment là, c'est impressionnant, je trouve, la façon d'un lanceur droitier de cacher aussi bien la balle. Dans le sens que il est en arrière, puis tout d'un coup, en une fraction de seconde, la balle est déjà partie. Il y a pas on ne voit pas un long mouvement de bras, on voit pas. C'est vraiment, tout se fait extrêmement rapidement. Puis, il a lancé 7 manches, 10 retraits sur des prises. Honnêtement, c'était tout qu'un match. Là. C'est un gars qui, si c'est pas des retraits sur des prises, c'est des balles frappées mollement au sol, puis des jeux de routine. Donc, de mon côté, les Angels, ça a été, sans dire mon coup de cœur, mais ces 2 lanceurs-là, surtout, Soriano, c'était un peu quelque chose que je m'y attendais, mais du côté de Kochanowicz, ça m'a un peu surpris là, de sa part. Du côté des Reds, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont retenu ton attention? Un Ellie de la Cruz, c'est toujours extrêmement... Évidemment. Là, évidemment, c'est toujours exceptionnel à regarder jouer, mais du côté des Reds, c'était un beau circuit d'Ellie de la Cruz. Mais à part ça, on a vu beaucoup de releveurs, beaucoup de lanceurs partants, pas nécessairement lancés loin dans les matchs, mais
du côté des Reds, c'était vraiment de voir Ellie De La Cruz jouer. Puis même si dans une course perdante, c'est un gars qui frappe des circuits, qui abandonne pas. Puis frapper un circuit en fin de 9e manche, c'est pour ramener ça un petit peu plus proche. Mais du côté des Reds, je pense que c'est un alignement qui a de la misère à partir puis à se mettre en train, mais c'est beaucoup de jeunes joueurs, puis je pense qu'une fois que ça va pogner, ça peut s'améliorer vite. Ouais, puis dans la centrale, surtout présentement, c'est quand même très serré. Puis on voit les équipes qu'on s'attendait à ce qu'ils soient élites, ne le sont pas. Je pense aux Cubs, notamment. Présentement, c'est un match en bas de 500. Les Brewers, après avoir très bien commencé la saison dernièrement, sont revenus à 500. Après ça a été balayé, notamment par les Nationals. Puis du côté des Pirates, ben ça, c'est vraiment une des grosses surprises de la saison. 10-7 au sommet de la centrale, à égalité avec les Reds. Donc, c'est vraiment une division où est-ce que tout le monde surprend un peu, pour le meilleur et pour le pire. Là. Donc ça, ils peuvent surprendre. Ben merci. Parlant des Angels, ça m'amène à mon prochain segment, tu parles de Soriano. Ben, parlons-en. Au début de la saison, si on m'a demandé qui serait le meilleur partant dans les majeurs, j'aurais dit Scuba, j'aurais dit Crochet, j'aurais dit Paskins, Yamamoto. Jamais j'aurais pensé au Soriano. Finn, tu regardais lancer. Penses-tu que c'est quelque chose qui peut se poursuivre tout au long de la saison ou c'est plus quelque chose qui va être comme les Mercedes il y a quelques années, va être bon en avril, puis après ça va revenir à la normale, rendu au mois de mai. Je pense que ça peut pas rester comme ça, là, d'un sens qu'en ce moment, il lance un rythme exceptionnel. Là, je vois pas sa moyenne de points méritée devant moi, mais c'est sûr que c'est en bas de 1. Puis, écoute, c'est 0.33. C'est pas quelque chose qui est soutenable, mais je pense que on a un os partant chez les Angels. C'est une excellente balle rapide, une excellente. Je sais pas comment est-ce qu'il lui-même il décrit sa balle glissante ou sa balle courbe. Là. C'est un peu un hybride. Moi, j'irais plus vers une balle courbe, là, un petit peu plus tombante, mais c'est juste beaucoup de vélocité, une action de bras qui est extrêmement rapide. Fait que je pense que je ne verrais pas pourquoi est-ce que son rendement diminuerait. Là. C'est sûr que oui, il va diminuer, là, mais je pense qu'il va quand même rester facilement là, un top 15 des partants dans la Ligue cette année. Là. Pensez-vous qu'il pourrait être un peu qui vient de s'élever au niveau de Dark Horse pour le Cy Young? Ben, si ça continue de même, c'est sûr que oui. Puis je pense que au final, c'est un gars qui vient de montrer qu'il est capable de compétitionner puis qui est capable de faire partie de cette discussion-là. Au final, est-ce que c'est lui qui va être voté, même si il n'y a peut-être pas nécessairement la notoriété de tout le monde, mais je pense que ça peut être un choix un peu plus obscur là, pour le Cy Young. Mm-hmm. Ben, c'est sûr que il y a seulement 4 départs de Finn depuis le début de la saison, mais quand tu regardes ces 2 dernières saisons complètes avec les Angels, une moyenne de points mérités de 3,42 en 2024, 4,26 l'an dernier. La whip, ça tenait autour de 1,25, 1,3. Là, c'est 0,06. Bon, c'est 0,6, pardon. Là, c'est sûr que, évidemment, ça va monter ces chiffres-là. C'est impossible de garder ça, là, même pour les meilleurs partants de l'histoire, mais écoute, je vois pas qu'est-ce qui aurait pu prédire ça. On dirait qu'il est vraiment sorti de nulle part. Je regarde sa page de baseball savante, il n'a pas l'air d'avoir fait beaucoup d'ajustements non plus. Non, je pense que de son côté, c'est beaucoup de t'avoir coupé la parole, là, Tom, mais c'est beaucoup les roulants, les balles frappées au sol. L'année dernière, je pense que c'est celui qui est le meilleur lanceur qui amenait des balles au sol, là, si je me souviens bien. Fait
c'est sûr qu'au final, il va accorder certains coups sûrs mais je dirais pas chance ou malchance. Là, c'est le baseball. Là, une balle frappée au sol, tu sais jamais où est-ce qu'elle peut finir, mais je pense que c'est le seul indicateur que je trouve, c'est ça. Là, c'est de dire que c'est un lanceur que dans les dernières années était extrêmement bon à garder la balle au sol, puis que s'il continue comme ça avec une défensive qui continue à l'aider, ben ça va bien aller de son côté. Là. Écoute, sachant que les Angels sont pas mal trompés sur leur pari du côté des lanceurs depuis le début de la saison, ça fait du bien de voir de leur voir avoir une win. Puis on sait jamais, je serais pas surpris de voir lancer à Philly pour le match des étoiles en juillet, mais bon, il reste encore beaucoup de baseball à jouer. Restons maintenant sur les Angels. J'en ai parlé plus tôt. Il y a eu une bagarre entre les Braves et les Angels la semaine dernière entre Jorge Soler et Reynaldo Lopez. Les suspensions sont tombées. C'était 7 matchs de suspension pour Lopez. Même chose pour Soler. Par contre, ils ont été diminués à 4 et 5 matchs. Je ne sais pas si vous aviez vu la séquence, mais qu'est-ce que vous pensez un peu? Est-ce que vous pensez que les suspensions sont trop, sont trop sévères, sont juste correctes? Ben, mais pourquoi qu'ils l'ont diminué, en fait? Moi, j'ai regardé ça à cette match, là, parce que je pense qu'une bagarre, ça n'a pas vraiment sa place au baseball, mais je veux dire, quand ça arrive, je suis comme toute partisane, je regarde et j'apprécie le moment, on va dire. Et C'est t'apprécies. ça, mais en même temps, genre, c'est sûr que on veut le moins possible que ça arrive. Fait que le 7 matchs, moi, j'étais plutôt d'accord avec ça. Là, j'avais pas vu qu'il avait diminué ça à 4 puis 5. Là. J'avais vu qu'il était revenu au jeu. Je pensais que ça avait fait 7 matchs. C'est vrai que j'ai pas trop suivi la nouvelle, mais ils ont expliqué pourquoi ils ont diminué ça à 4 puis 5? Ben non, en fait, ça a sorti cet après-midi, donc c'est toujours stressant. J'ai OK. pas été lire exactement, mais un peu de raisonnement, je pense. Je pense que pourquoi il avait apporté un appel, c'est plus pour une question de salaire, parce que quand les joueurs sont suspendus, sont pas payés, donc ça fait une différence. Mais quand vous me direz ce que vous en pensez, mais quand je compare les deux situations, on s'entend qu'un 7 matchs de suspension, ça va affecter beaucoup plus un joueur de position qu'un partant. Pensez-vous que ça devrait être proportionnel? Surtout que, regardant la séquence, Lopez avait la balle pendant la bagarre. Moi, c'était mon opinion là-dessus, là, de pourquoi est-ce qu'ils auraient diminué la suspension. C'est que 7 matchs pour Lopez, au final, ça revient au même que d'avoir un départ. Là. Pour lui, c'est un départ, tandis que pour Soler, c'est 7 matchs. Donc, je trouvais que c'était pas nécessairement équitable dans le sens qu'il y en a un qui manque juste un match, puis l'autre qui en manque plusieurs, mais je pense que 5-5, c'est un petit peu la norme là, qu'on voit dans les dernières années. 5 matchs, ça enlève un départ au lanceur, puis du côté du frappeur, c'est quand même lui qui c'est quand même lui qui a chargé, là, donc je pense que c'est assez mérité, mais on veut pas ça dans le baseball, mais à chaque fois que ça arrive, tout le monde en parle, puis il n'y a personne qui se plaint non plus, là, donc C'est ça. c'est deux gars qui compétitionnent, puis au final... Mais c'est des anciens coéquipiers aussi, hein? C'est quand même surprenant qu'ils s'attaquent de même. Ben, c'est parce qu'en regardant les chiffres, Lopez qui avait lancé pour les White Sox avant d'aller chez les Braves aussi pour les Angels, ça a l'air a tendance à bien le voir, à bien le frapper. Il y a des bons chiffres. Compte même que je pense que la présence au bâton avant l'incident avait frappé un circuit. Puis donc Lopez qui a lancé un peu à l'intérieur, un peu beaucoup à l'intérieur. Ça a l'air qu'il n'a pas apprécié ça. Pensez-vous que c'est intentionnel? Ouf. Non. Intentionnel. Mais tu sais, ça a frappé un circuit à sa première apparition.
hit by pitch à sa deuxième, puis là, on revient avec une balle rapide haute à l'intérieur. Je pense que si c'était pas voulu, c'était un petit message qu'on voulait lui passer peut-être, mais au final, c'est ça le baseball. Là. On voit plus ça de nos jours, mais si je me fie à ce que j'ai entendu par le passé, c'était une chose courante dans le baseball, mais non, je pense au final, je dirais pas que c'est intentionnel, mais je dirais qu'on faisait pas nécessairement attention non plus. C'est mon topo là-dessus, c'est on voulait pas lancer là, mais ça dérangeait pas si ça y allait. Là. Mm-hmm. En tout cas, je pense que le grand... Larry, t'as dit quelque chose? Non, ben j'étais un peu d'accord. Là. Je réfléchissais, j'essayais de repenser au lancer, là. Mais je vois un peu ce que Phil dit, puis j'étais un peu d'accord. Ok. Mais je pense que le grand gagnant dans tout ça, c'est Walt Weiss. Je sais que j'en ai parlé la semaine passée, mais je sais pas si vous avez vu, il a quand même réussi à plaquer Soler à 62 ans. Il y a même eu des t-shirts qui ont été faits sur lui. Donc, puis je pense que des deux côtés, même Soler après le match a été dire qu'il n'y avait aucun problème avec Walt Weiss, puis qu'il n'y avait aucun problème avec le fait qu'il ait plaqué. Donc, je pense que si il y a du positif dans quelque chose, c'est que Walt Weiss a clairement augmenté son street cred dans les majeurs avec cet incident-là. On aurait pu avoir un instant semblable aussi à Boston la semaine dernière, alors que Wilson Contreras s'est fait frapper, a été atteint par un lancer de Brandon Woodruff des Brewers. On sait que les Red Sox et les Brewers ne s'affrontent pas souvent, mais Contreras, qui a beaucoup d'historique avec les Brewers, a été atteint 24 fois par Milwaukee, lorsqu'il a joué avec les Cubs à l'époque, à la fin des années 2010, quand il se battait pour la division avec Milwaukee, passé les dernières saisons aussi à Saint-Louis. Donc la tension était élevée et a été dire après le match que la prochaine fois, il allait sortir quelqu'un. Encore une fois, pensez-vous qu'il devrait avoir une sorte de... Pas une suspension, mais des mesures pour éviter justement qu'il y ait des débordements, surtout du côté des frappeurs atteints. Là. Parce que 24 hit by pitch, c'est incroyable. Ben, c'est dur de dire que c'est pas une coïncidence, là, dans le fond. Mais peut-être peut-être des mesures au niveau du salaire, là, qui leur... Pas de salaire, mais là, je cherchais le mot encore, là, mais qui leur donne comme une sanction là, financière. Là, mais je sais pas s'ils peuvent le faire tant d'avance. Dans le fond, ils peuvent pas vraiment le faire d'avance. Ça serait plus salarié, puis ils le font. Mais rendu là, il y aurait plus de suspensions de match. Là. Fait que c'est dur à dire. Peut-être des avertissements avant le match. Mais tu sais, ça serait plus des avertissements verbaux, I guess. Parce que tu peux pas vraiment... C'est ça. Tu peux pas vraiment y aller, mettons, avec des sanctions financières. Là. C'est un peu dur, vu que... Je veux dire, c'est... Ouais, parce que ça fait quand même partie de la game des frappeurs atteints. Ouais, c'est ça arrive souvent. Des fois, ça arrive, c'est ça. T'échappes ton tir, tu peux être à 2 prises, puis c'est une glissante qui atteint le frappeur au genou. Tu sais. C'est d'autres comme que d'autres, des fois, c'est des rapides qui passent proche à la tête. Donc, c'est ça. Moi, de mon côté, là, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Je pense que la meilleure façon serait de faire un peu comme au soccer ou dans l'NBA. Après X nombre de cartons jaunes dans la saison, il y a les joueurs sont suspendus un match et ça reset après à la moitié de la saison. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant parce que
souvent, du côté des lanceurs, il y a aucune. Je dirais qu'ils ont comme l'avantage dans ce. Quand il y a des instants comme ça qui arrivent, parce que tu peux juste dire, je l'ai échappé, puis je veux pas. Il n'y a aucune intention de mon côté de l'atteindre, mais s'il n'y a aucune intention, je vois rarement des lanceurs juste signaler que c'est my bad. C'est pas nécessaire. Je pense que de rajouter ce seuil, que ce soit un nombre, je sais pas, 10-20 dans une moitié de saison, et après ça, une amende ou une suspension, ça pourrait être intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Ben, oui, mais je trouve que ça pourrait vite déborder un peu. Je repense à Contreras, selon mes souvenirs, c'était pas nécessairement un lancer extrêmement loin de la. C'était pas quelque chose qui était clair. Là. Je pense qu'au final, c'est vrai qu'il y a tendance à embarquer un peu sur une plate aussi. Je pense qu'au final, c'est. Je veux pas faire l'avocat du diable ou quoi que ce soit, mais je pense que quand c'est toujours toi, il faut que tu te poses des questions. Là. À un certain point, il n'y a pas juste les autres tout le temps, mais tu fais partie du problème. Puis faire des règles plus strictes, je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce que ça aiderait non plus. Là. Je ne sais pas si c'est clair qu'est-ce que je dis, mais je pense qu'au final, comme c'est en ce moment, je pense que c'est le best. Les joueurs, quand ça déborde, ils s'arrangent entre eux puis ça se termine là. C'est un peu homme de Cro-Magnon comme façon de penser, mais la violence règle rien, mais au final, c'est une coupe de coups, puis après ça, tout est correct, on continue, puis la saison suit son cours, mais je pense qu'au final, des joueurs comme Contreras, je pense que ça veut juste faire un petit peu plus de... pas un petit peu plus un buzz, mais plus donner à son équipe en chialant, etc. Donc, je pense qu'on est correct comme on est. Là. Les joueurs sont assez respectueux envers eux que comme il n'y a pas de gros intentionnel, là, selon moi. Ce qui me fait rire dans tout ça, c'est surtout que du côté des Brewers, la première ligne de défense, si jamais il se serait fait frapper et qu'il allait charge le Monticule, ça aurait été son frère, William, le receveur des Brewers. Alors, s'il dit qu'il va sortir quelqu'un de la game, ça aurait été ça. Mais ouais, je pense que ça aurait été quand même intéressant à voir, même si que la violence règle rien. Ça reste que c'est quand même le fun à regarder. On s'entend. Ben, ça fait partie du sport, là. L'émotion, puis, je veux dire, racheter des règles, je suis pas sûre, ça va tant changer quelque chose. Là. Je pense que comme on est en ce moment, c'est correct. Là. On fait avec, puis je veux dire, c'est pas comme si ça arrivait si souvent que ça non plus. Là. Ça va arriver, ça va réarriver durant la saison, mais je veux dire, c'est pas comme si c'était un problème, là, je veux dire. Non. Pour les fans, en tout cas, puis aussi, puis voir le bon côté des choses, ça donne du cardio au releveur, parce que à chaque fois, ils partent de l'anxio, ils arrivent et tout le monde est parti. Ah, ça, c'est l'image la plus drôle. Ça, je trouve ça tellement drôle. Là. À chaque fois, ils montent l'image qui court. Là. Quand tu les vois sauter la clôture. Et ça se dépêche à sauter la clôture pour arriver en retard, puis juste se retourner après. Ouais. C'est ça. Ben, écoute, ils font leur cardio de la game, s'ils lancent pas, au moins ils ont ça. Bon. Assez parlé de UFC. Parlons maintenant retournons maintenant au baseball. Les Twins, en fait, qui poursuivent la malédiction de Thomas Lafont. Hein? On sait que j'avais prédit une centaine de défaites pour eux. Présentement, ils sont au sommet de la Ligue américaine avec un dossier de 11-8. Et on quand même affronté des gros clubs. Là. Les Jays, entre autres, les Red Sox, plutôt cette semaine, ont malmené Garrett Crochet. Je ne sais pas si vous avez vu ça lundi. 11 points
en une manche et 2 tiers, si je me trompe pas. Écoute, ça faudrait que je confirme. Mais quand même, ça reste un des meilleurs lanceurs du baseball majeur qui ont sorti là de manière assez violente. Pensez-vous que, encore une fois, même chose que pour Soriano, pensez-vous que du côté des Twins, c'est quelque chose qui peut être qui pourrait être qui peut en fait se poursuivre pour la saison, ou c'est juste un bon début de saison de leur part? Moi, j'espère que ça va continuer pour pas que tu aies raison, mais je pense que. Non, c'est un bon début de saison pour les Twins. La saison est jeune encore, mais on a beaucoup de vétérans qui frappent bien. Là. Tu sais, je pense à Josh Bell, à Ryan Jeffers, qui frappent extrêmement bien. Byron Buxton, fidèle à son habitude, mais je pense qu'on va manquer peut-être un petit peu de. Je dirais pas de carburant, mais on va peut-être se faire rattraper un petit peu là, au fil de la saison par des équipes un peu plus talentueuses du côté des Twins, mais c'est impressionnant, puis c'est intéressant à suivre, là, une équipe que Thomas dit qu'elle allait finir au bas fond du classement. Tu t'attends à ce que ça finisse au bas fond du classement. Mm-hmm. Ben, écoute, à ma défense... tu t'attends à ce qu'ils finissent à une fiche de 500. Écoute, à ma défense, en deuxième moitié de saison, ça avait pas été... Ça avait été horrible du côté des Twins. Mais faut leur donner le crédit. En plus, c'est pas nécessairement un joueur en particulier qui traîne l'équipe sur son dos. C'est pas mal toute l'équipe. Tu parlais, Byron Buxton qui faisait à son habitude. Austin Martin qui connaît un bon début de saison présentement. Une OPS de 842. Un ratio de but sur balle rétro-bâton positif de 11,7. Pour un joueur qui a eu un peu de difficulté à trouver sa place dans l'alignement dernièrement, pas dernièrement, mais dans les dernières années, il commence très bien la saison. Du côté des lanceurs aussi, malgré la perte de Pablo Lopez, Joe Ryan, qui est fidèle à son habitude, Mickey Ball, qui connaît un très bon début de saison avec les Twins. J'espère que Yohan Duran en vaut la peine du côté des Phillies. Et Taj Bradley, surtout, qui connaît vraiment un bon début de saison. 3 victoires en 4 départs. Une whip de 1,25, une FIP de 1,86 seulement, une moyenne de points mérités de 1,25 en 21 manches de travail. Pour un lanceur qui a connu beaucoup de difficultés à son arrivée au Minnesota l'an dernier, c'est très bien repris. Puis j'ai écouté quelques matchs des Twins. Je ne dirais pas que je les ai tous écoutés, mais je suis tombé sur un départ de Bradley, justement. Il avait l'air beaucoup plus confortable sur le monticule comparativement à Tampa ou même à ses débuts au Minnesota. Donc, si ça peut continuer, pourrait très bien être l'explosion d'année dans les majeurs à seulement 25 ans. A quand même beaucoup de temps devant lui. Donc c'est ça. Pensez-vous par contre que du côté d'Anxo, c'est quelque chose qui ça pourrait un peu couler l'équipe? Ben, éventuellement, je pense que oui. Là. Pour l'instant, comme on dit, ils vont bien, ils survivent, puis ils connaissent un bon début, puis tant mieux pour les fans de baseball qui peuvent voir une équipe qu'on entendait moins connaître du succès, mais je pense pas que ça va continuer. Puis c'est ça, comme j'ai dit, je pense pas que l'enclos, je pense pas les voir continuer à connaître du succès. Là, éventuellement, je pense qu'ils vont revenir plus à leur habitude. Là. Puis écoute, si ça continue, tant mieux. Je veux dire, je leur souhaite pas que leur performance dégringole, mais je les vois pas continuer à connaître du succès. Là. Même si je souhaite qu'ils connaissent du succès, là, mais ouais, je pense que les autres équipes vont éventuellement prendre le dessus. Puis je pense pas que l'enclos puisse faire une différence. Là. Ouais, parce que
regardant les dernières années, les Twins, c'est une équipe qui sont très streaky. Dans le sens que ils ont tendance à partir sur des runs de victoires impressionnantes comme l'an dernier. Ils ont une run de, je pense, 13 victoires consécutives en juin pour ensuite que le train déraille et qui vendent tout le monde à la team de l'an dernier. Même chose en 2024, on se rappelle, avait été en position de série pendant toute la saison, avant qu'en septembre, tout marche pas et manque les séries de seulement quelques matchs face aux Tigers en 2024. Cette année, je pense que ils vont regretter ces échanges-là de l'an dernier, surtout du côté de l'enclos, justement, parce que présentement, imagine s'il y avait un Louis Varden, un Griffin Jacks, un Brock Stewart, tous des gars qui avaient des signes de contrôle encore au moment de se faire échanger. Ça ferait peut-être une différence, surtout si ça se passe comme les autres années. Puis aussi, j'aimerais savoir raison. Ça, c'est le point numéro 1 dans ta tête, mais tu l'as dit en dernier, là. Point numéro 1, c'est ça. Écoute, faut pas le dire trop fort. Mm-hmm. Mais ouais, écoute, faut donner par contre d'un autre crédit aux Twins. Ils ont un bon début de saison. Puis je pense pas qu'il y avait beaucoup d'observateurs qui les voyaient là à ce point-ci dans l'année. Mais bon, on verra pour la suite des choses. Une équipe qui a hâte de voir la suite des choses, c'est les Astros. T'en as parlé plus tôt, Laurie. Il y a des blessés à la tonne dans cette équipe-là. Hunter Brown en chef de file qui va manquer les prochaines semaines suite à une blessure à l'épaule. Jeremy Peña également qui s'est blessé à l'ischio-jambier. Et du côté des lanceurs, Tatsuya Imai, qui a le bras fatigué, a été placé sur la liste des blessés. Même chose du côté de Christian Javier, bien sûr à l'épaule également. Pensez-vous que les Astros ont ce qu'il faut pour traverser cette tempête-là? Parce que il n'y a pas vraiment de profondeur du côté des lanceurs dans cette équipe-là. Non, aussi pour enchérir un peu sur Imai, j'ai de sources pas 100% fiables, mais j'ai entendu dire qu'il avait de la difficulté à s'adapter au mode de vie américain, que ce soit au baseball ou dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un petit peu, j'ai l'impression que son arm fatigue, c'est peut-être un petit peu plus un moment d'adaptation qu'il va utiliser pour ce qui est des habitudes de vie, mais pour répondre à ta question maintenant, ça va être dur pour les Astros, j'ai l'impression. Mais je crois que j'allais dire un mais je vois pas de mais finalement. Ça va être difficile. Les Astros sont dans une bonne division. Puis ça va prendre un peu de tout le monde, mais tu as un bon noyau qui est déjà présent, mais je pense que le reste ne suit pas nécessairement. Donc, ça va peut-être être une petite saison là, pas dire de rebuild, mais un peu de retool pour les Astros, puis d'essayer de se préparer pour l'année prochaine. Je sais que je suis rapide sa gâchette, là, mais c'est ce que ça me donne l'impression là, en ce moment, c'est de dire, OK, bon, mais cette année, c'est peut-être pas nécessairement notre année pour faire les séries, même si la saison est encore jeune. Là, c'est quoi, là, même pas 20 matchs, là, donc c'est pas stressant, mais à moins de retour d'émergence de lanceurs, je pense qu'on va avoir de la difficulté du côté des Astros de se tailler une place en série. Ouais, puis je pense que leur récent voyage, qui ont eu une séquence, c'est quoi, 1-9, dont 7 défaites d'affilée contre les Aces, les Rockies, puis les Mariners. Ça fait mal. Puis du côté des lanceurs, j'ai entendu une stat ce matin. Les Astros ont accordé 61 buts sur balle en 83 manches dans ce voyage-là. C'est la plus longue série de défaites de l'équipe depuis 2013. Donc,
sont vraiment pas dans un bon spot. Et quand tu regardes la rotation présentement, le lanceur avec plus de seniorité un peu, disons, c'est Lance McCullers. Et celui-là, c'est clairement pas un lanceur qui peut avoir la charge de travail d'un as, même si Hunter Brown n'est pas blessé pour le reste de l'année. C'est quand même au moins un mois et demi qui vont manquer à l'appel. Et McCullers, on le sait, c'est un lanceur qui a raté quoi? Il a raté presque 2 ans en raison d'une Tommy John, entre autres. C'est pas un lanceur qui peut te lancer un 180 manches dans une saison. Là. Donc, ça va être à surveiller parce que du côté des Astros, voyez-vous un move qui s'en vient, un Luca Giolito, là, qui, je sais pas pour quelle raison, n'est pas encore signé. Ben, je serais pas surprise de les voir bouger, ça c'est sûr. S'ils veulent rester dans la course pour les séries, je pense que ça serait une bonne idée qu'ils bougent. Là. Surtout que, oui, c'est un mois et demi sans Brown, mais les autres lanceurs. Est-ce que tu sais les autres lanceurs si c'est des longs moments ou. Ben là, je me fie à Fangraph, mais Christian Javier, c'est la liste de 15 jours, donc ne peut pas revenir avant le 24 avril. Imai, même chose, c'est le 27 avril. Puis il n'y a pas de date de retour de prévu pour l'instant. Sinon, du côté de la relève, Hader, c'est au moins jusqu'à la fin du mois. Si c'est pas plus, parce qu'il n'a pas encore commencé à avoir des frappeurs. Donc, c'est difficile de voir la lumière au bout du tunnel du côté des Astros. Mais offensivement, au moins, ça va bien. Au moins une chance. Mais personnellement, je bougerais, je pense. Parce que, tu sais, même si, oui, ils vont revenir éventuellement durant la saison, je veux dire, t'as jamais trop de joueurs, t'as jamais trop de profondeur, là. Fait que je pense que, surtout avec ce qu'on disait, avec les joueurs, avec les lanceurs qu'ils ont en ce moment, bon, je les vois pas trop survivre dans le prochain mois et demi jusqu'à temps que Brown revienne, là. Fait que je pense que je bougerais le plus rapidement possible pour aller chercher au moins, tu sais, un vétéran, ou en tout cas une sorte de profondeur qui pourrait les aider au moins à survivre. Parce que s'ils ne bougent pas, je les vois pas trop. Je pense que ça va leur faire mal s'ils ne bougent pas. Oui, non, je suis d'accord avec ça. Une autre blessure qui fait mal, c'est du côté des Cubs, le jeune partant Cade Orton, qui, on sait, avait fait ses débuts l'an dernier, avait été très impressionnant. Il va rater le restant de la saison avec une blessure de type Tommy John. On ne sait pas encore s'il va prendre l'opération ou si ça va être un attel, un brace, je ne sais pas ce qu'on est en français. Mais il va rater quand même le reste de la saison avec une blessure au coude. Les Cubs, premièrement, du point de vue des Cubs, je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'ils sont mieux équipés que les Astros pour surmonter à ça. Ils ont quand même une rotation quand même assez solide, malgré la blessure de Matthew Boyd. Il reste à rotation, Imanaga, entre autres, Colin Rea, Javier Assad. C'est des joueurs qui avaient step up l'an dernier, puis qui devraient faire cette année. Edward Cabrera, qui est très impressionnant. Depuis le début de la saison, je ne sais pas si vous avez vu quelques-uns de ses départs, mais il est très impressionnant. Mais du côté des Cubs, pensez-vous, êtes-vous du même avis? Pensez-vous qu'ils peuvent survivre à ce départ-là? Cette absence-là, je pense. Ben, moi, mon commentaire là-dessus, je suis pas bon pour répondre à tes questions, hein, mais mon commentaire là-dessus, mais ça vient justement donner encore plus un petit plus aux Cubs d'être allé chercher Cabrera là, dans la saison morte. C'était mon commentaire maintenant pour répondre à ta question.
ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Là. Les Cubs on manque, mettons, je dirais quoi, 3 lanceurs partants gauchers. Matthew Boyd, Justin Steele, Jordan Wicks. Donc, c'est un petit peu plus difficile, mais ça va être serré là, pour les Cubs. Si on est capable de s'en sortir un peu indemne là, de tout ça, dans une division qui est un petit peu plus à la portée de tout le monde, je pense qu'on a une chance chez les Cubs, mais encore une fois, je dirais pas l'as partant parce que je vois Imanaga comme l'as partant, mais c'est un bon lanceur que tu perds dans ta rotation. Donc, c'est sûr que ça va faire mal un petit peu. Ben, je suis d'accord, mais je pense que peut-être que l'expérience de l'année passée, là, parce que l'année passée, ça a fait un peu la même situation. Je pense qu'ils pourraient survivre. Je veux dire, ils ont acquis l'expérience l'année passée de perdre beaucoup de lanceurs également. Puis je pense que cette année, oui, la situation, ça arrive encore, mais je pense que l'expérience acquise l'année passée va leur permettre de survivre, je pense. Mm-hmm. Ça serait mon take. Mais en même temps, c'est toujours tough de perdre autant de bons lanceurs, donc ce serait pas surprenant non plus qu'il y ait de la misère, hein, parce que t'as besoin de tes bons lanceurs pour pouvoir performer. Là. Ouais, mais au moins la bonne nouvelle, c'est que Justin Steele revient en juin, je ne me trompe pas. Donc, il en reste pas beaucoup. S'ils peuvent tenir d'ici là, ils pourraient faire du bruit dans la division. Mais je vais parler plus en termes de Tommy John. On sait que c'est une blessure qui en a de plus en plus dans les majeurs. Chaque équipe a au moins un lanceur dans une année qui va avoir des problèmes de coude ou qui va avoir cette opération-là. Pensez-vous que ça vient un peu affecter la construction des équipes? Comment que tu prévois ta profondeur, la profondeur de tes lanceurs? Parce que t'en as de plus en plus de... Voyons, je perds mes mots. T'en as de plus en plus de besoins. Mm-hmm. Est-ce que ta question, c'est dans le sens comme ceux qui ont eu le Tommy John, les dirigeants vont avoir moins tendance à le garder ou à le signer? C'était ça ta question dans ce sens-là? Ou c'est plus s'ils font attention? Non, mais plus dans le sens de comment est-ce que tu gères ça pour éviter les blessures? Puis aussi, à quel point est-ce que la profondeur du côté des lanceurs devient importante? Ben là, c'est sûr qu'elle est importante d'avoir profondeur parce qu'on sait que, comme on le voit là, ça va arriver à chaque année, là, au moins, peut-être pas dans chaque équipe, là, mais ça va arriver dans plusieurs équipes qu'un lanceur va avoir malheureusement le Tommy John. Là. Fait que c'est sûr que les dirigeants, j'imagine qu'ils doivent y penser 2-3 fois d'avoir une bonne profondeur parce qu'on ne sait jamais à qui ça peut arriver et quand ça arrive. Donc, c'est sûr que, en tout cas, si je serais dirigeant, je m'assurerais d'avoir une bonne d'avoir une bonne profondeur au niveau de la rotation. Mais écoute, c'est parce que c'est tough parce que Tommy John, c'est tellement. Ben, toutes les blessures sont en fond, j'allais dire, on peut pas vraiment prévoir, mais en fond, toutes les blessures, on ne peut pas prévoir. Là, mais la Tom Jones, c'est tellement long comme réhabilitation que c'est ça, c'est la pire blessure au baseball. Là, donc, je veux dire, ouais. Faut que tu t'assures. C'est ça. Faut que tu t'assures d'une bonne rotation. Ça serait si je serais dirigeante, je m'assurerais d'avoir une bonne rotation parce que c'est ça, ça arrive à toutes les années. Il faut qu'on s'en attende. Là, donc. Tu peux pas te contenter de 5 bons partants puis sans profondeur, moi, je pense. Mais ça fait partie du jeu. Puis au final, on a vu des équipes là, avec des lanceurs sur la liste de blessés avoir du succès quand même. Donc je pense qu'on essaie de prévoir le tout. Là. Mm-hmm. Mais ça comme tu as dit, Phil, c'est quelque chose qui va être de plus en plus important, prévalent en fait, avec dans les années à venir. Là.
J'avais fait je veux pas me plugger, mais j'avais fait un travail là-dessus l'an dernier dans un de mes cours sur l'augmentation des blessures Tommy John. Et écoute, je pense que parce que veut pas, les lanceurs, tu n'as pas le choix de lancer de plus en plus fort, de plus en plus vite avec des lancers qui normalement devrait pas être lancé à 95 000 à l'heure. Je pense à des glissantes, ou des balles plus à effet qui sont très vite. Duran avec sa, sa splitter, je sais pas c'est quoi le terme en français, là, à 95-97 000 à l'heure. Oui, c'est une arme dévastatrice, mais c'est aussi dévastatrice. Ça vient dévaster ton coude aussi au fur et à mesure. Donc, à quel point est-ce que tu peux pousser ton corps, justement? Ça va être un. Faut trouver un peu l'équilibre entre la santé puis aussi juste la vélocité à l'avenir, Mais à quel point mais ça va être. tu peux prévoir ça? Y a-t-il moyen de prévoir le plus possible cette blessure-là ou c'est Ben, vraiment ça ce serait arrive, il n'y a pas le choix, là, ça arrive? ben, ça serait de lancer moins fort. OK. Puis aujourd'hui, Ouais, il lance de plus si en tu plus. par exemple, que tu as une rapide en bas de 95 000 à l'heure, tu vas avoir, à moins que tu aies un arsenal diversifié ou quelque chose qui vient te différencier, tu vas avoir de la misère à avancer. Que ce soit dans les majeurs, mais même au niveau collégial ou high school. Donc, c'est ça. Beaucoup d'études portent là-dessus. Là, j'ai vu beaucoup des balles rapides en plein cœur de la zone des prises à 98 000 à l'heure. Va être moins bien frappé qu'une balle rapide de 89 directement sur le coin. Là. Puis c'est un peu ironique quand on y pense, là, mais je pense que c'est la vélocité qui amène des bons résultats. Puis les équipes veulent ça, les lanceurs veulent ça. Donc, ça va être dur de changer la mentalité. Mm-hmm. Mais c'est ça. Ça va être vraiment quelque chose à surveiller dans les années à venir. Pour construire sur les blessures, à Toronto, l'hécatombe se poursuit avec George Springer, blessure, en fait, gros orteil fracturé. Je sais pas si vous avez vu la séquence. Dans le fond, a frappé une fausse balle qui a atteint directement son gros orteil. Ça a l'air à faire mal. Ça n'a pas l'air plaisant, vraiment. Mais c'est ça, blessure, absence d'au moins 10 jours pour lui, donc de revenir plutôt la semaine prochaine. Mais par contre, pour pallier aux nombreux blessés, les Jays qui ont fait l'acquisition de Lennon Sosa des White Sox, pensez-vous que c'est un peu ce que les Jays ont besoin ou c'est vraiment une solution de rechange? Je pense qu'au final, on avait besoin d'un joueur calibre des majeurs là, du côté des Blue Jays, avec, je pense notamment à Addison Barger qui est blessé, qui était peut-être supposé faire un retour au jeu. Finalement, non. Après ça, Springer. Donc, je pense qu'on commençait à être un petit peu plus profondeur, un peu plus fine, là, que ce soit à l'avant-champ ou au champ extérieur. Donc, je pense que sur ça, c'était pour donner un petit peu peut-être un petit peu de jeu là, du côté des Blue Jays à l'avant-champ. Puis, sur ça, pour ceux qui savent pas, c'est un joueur d'avant-champ avec beaucoup de puissance. A mené les White Sox en dernier, 22 circuits, 75 points produits. Par contre, c'est le genre de joueur qui est un peu comme moi à MLB, dans le sens que il va se lancer sur pas mal n'importe quel lancer. L'an dernier, il a fini dans le troisième percentile pour le pourcentage de chase. Par contre, une fois que tant qu'il frappe la balle, elle est bien frappée très souvent. 90e percentile pour le sweet spot de l'angle d'attaque, le launch angle, pour nos amis anglophones. C'est pas nécessairement quelqu'un qui
qui prend des buts sur balle, mais non plus va pas vraiment faire beaucoup de retrait au bâton. Va être capable de mettre la balle en jeu. Par contre, c'est pas souvent des bons contacts. Mais bon, c'est un bon pari du côté des Jays. Je pense que je sais pas si vous êtes en accord avec moi. Puis c'est une bonne solution de rechange. De la bonne puissance de ce côté-là. Mais ouais. Ce sera pas le joueur qui va te gagner, qui va t'amener en série mondiale, mais c'est une bonne solution de rechange, selon moi. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Harry? Ben, du même avis, là, je veux dire, c'est pas lui qui va venir changer ton attaque, mais dans la situation que les Jays y sont, avec toutes les blessures, je veux dire, son arrivée fera pas de tort. Puis ça va faire du bien à la profondeur, là, comme on disait, la profondeur en ce moment est assez mince, mais tu sais, avec son arrivée, c'est un joueur de la MLB, il a prouvé qu'il appartenait à la MLB. Je veux dire, c'est une bonne acquisition dans la situation que les Jays sont, là, mais tu sais, je m'entends pas à des choses extraordinaires de lui, mais tu sais, pour le moment, je pense que c'était une bonne acquisition pour Toronto. Ben écoute, on sait jamais, hein, peut-être qu'il va devenir il va devenir le prochain Aaron Judge. Ouais. J'irai pas jusqu'à là quand même. On sait jamais. Non. Faut pas partir en peur non plus. Je vois beaucoup d'espoir chez vous. Là. Je sais pas qu'est-ce que ça mange ou ça boit chez vous, mais il y a beaucoup d'espoir là-dedans. Là. Écoute, je suis un éternel optimiste, selon certains. Mais bon. Écoute. Sérieusement, faut pas partir en peur non plus avec lui. Là. Mais c'est une bonne solution de rechange. A presque rien coûté. Un joueur des ligues mineures ainsi que d'argent. Donc c'est ça. Va venir un peu signifier l'avant-champ des Jays en attendant que les blessés reviennent. Avant de conclure l'épisode, un petit dernier sujet. Parce que c'est un joueur qui passe beaucoup sous silence quand on parle des Dodgers. Quand on pense aux Dodgers, on pense évidemment à Ohtani, Tucker, à Freeman, à Mookie Betts, à tous ces gros joueurs-là. Mais Max Muncy, c'est un de ces joueurs-là qui est très important à l'attaque des Dodgers. Et vendredi, il a frappé 3 circuits face aux Rangers. Donc, je tenais à souligner ça. Est-ce que selon vous, Muncy, c'est l'un des joueurs les plus estimés, des majeurs? Tu ne demandes pas à la bonne personne. Hein. Je ne suis pas un très grand fan de Max Muncy. Mais sous-estimé, oui et non. Je pense qu'il amène un certain quelque chose à une équipe, mais au final, je crois qu'il vient leur chercher. Ce qu'il amène, il vient leur chercher par d'autres voies, mais c'est ça. Je ne suis pas un grand fan de Max Muncy. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je pense qu'il amène beaucoup de puissance au bâton. Par contre, il amène très peu de contact, beaucoup de difficultés défensivement. Donc, je pense qu'au final, est-ce qu'il est vraiment aidant pour les Dodgers? Évidemment que oui, mais c'est pas mon style de joueur pour être totalement franc. Mais oui, je pense que c'est un peu ma réponse. Là. Je vais dire qu'il est l'oublié des Dodgers pour pas m'éterniser parce que je pourrais en parler pendant des années à quel point c'est pas mon genre de joueur, mais. Mais non, vas-y. Pour résumer ça assez vite, je pense que c'est un Joey Gallo version un petit peu plus améliorée. Donc, je pense que c'est en dit long de ce côté-là. Là. Mais avec un moins bon gain, évidemment, parce que Joey Gallo, il avait quand même un bon gain. Là. Mais c'est pas le genre de joueur que j'aimerais avoir dans mon équipe, mais les Dodgers, je crois qu'ils n'ont juste pas besoin ils n'ont pas besoin de ce joueur-là, mais ils n'ont pas besoin que ce joueur-là produise à chaque jour puis qu'il soit. C'est pas lui qui traîne cette équipe-là. Donc, je pense que du côté de Muncy, c'est un petit peu plus un rôle de soutien puis avoir autant de puissance. Il fera quoi, genre 6-7 dans l'alignement. Ça reste que. C'est un bon ajout, mais je ne verrais pas ce style de joueur-là traîner une équipe. C'est plus ça que il n'y a pas l'impression de produire, dans le fond.
Fait que, tu C'est sais, ça. s'il produit pas, genre, c'est pas grave parce que t'as les 5-6 autres, mettons 4-5 autres joueurs qui sont capables de produire. Là, donc, je veux dire, il joue bien en ce moment, tu sais, ça reste un bon Ouais, joueur, ouais. mais c'est juste. C'est ça. Ben, je l'haïs pas, là. Je suis pas comme. Je dirais pas jusqu'à dire que je l'haïs, mais je veux juste dire que c'est ça. Il joue pas vraiment avec de pression parce que il y a tellement de profondeur dans l'équipe que s'il produit pas, ça apparaîtra pas vraiment. Mais c'est sûr que tu veux qu'il produise, qu'il continue à produire, ça c'est sûr, mais je veux dire, c'est ça. Jouer sans pression, ou presque pas de pression. C'est sûr que je pense que ça l'aide dans ses performances. Là. Puis si il est échangé ou si il joue un jour dans une autre équipe qui est beaucoup moins forte que les Dodgers, je le vois pas comme étant la grande vedette. Ou comme étant genre. Il y a quand même 4 saisons Ouais, de 35 circuits ouais. et plus. C'est un bon joueur. C'est pas non plus. Ça, c'était C'est sûr. avant que Shohei arrive et tout ce monde-là. Donc, c'est pas non plus C'est pas un deux pics. un gars qui se fait traîner par les Dodgers. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a moins de pression, par contre. Mais surtout, ce joueur-là, il faut donner un crédit aux Dodgers. Oui, il achète, il achète des équipes en signant des Ohtani, des Freeman, tous ces joueurs-là. Je suis 100% d'accord, je suis le premier à le dire. Par contre, leur département de scouting professionnel et amateur, il faut leur donner le crédit. Là. Muncy, avant son arrivée à LA, avait connu 2 saisons à Oakland où est-ce que il n'y avait rien de fameux. Là. Une WAR négative environ une centaine de matchs sur 2 saisons. Avait pas l'air d'un futur grand un futur frappeur de 35 circuits, même, ou un joueur qui allait être clé dans pour aller chercher une série mondiale, notamment en 2020, entre autres. Mais ce genre de joueur-là, il manque ici des Justin Turner, ou même du côté des lanceurs, il y en a beaucoup là, des releveurs là, qui sortent un peu de nulle part, qui est un peu des rejetés par les autres organisations puis qui deviennent sans être des vedettes, des joueurs compétents. C'est ça. Je pense que les Dodgers font un très bon travail avec ça. C'est une des meilleures organisations dans cet aspect-là. Je ne sais pas si vous êtes en accord avec ça. Mais... T'aurais pas pu me le dire, M. Lafont. On peut être vraiment contre. C'est la meilleure équipe à chaque année. Ouais, fait qu'ils prouvent qu'ils sont capables de développer des joueurs. Là. C'est ça. Puis, parlant de Muncy, d'ailleurs, si je peux me permettre une recommandation de lecture, parce que j'avais lu beaucoup sur lui et Turner et l'approche des Dodgers également dans un livre que Phil m'a passé, justement, qu'il faut que je te redonne pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est The MVP Machine. Ça parle beaucoup un peu sur l'implantation des salaires. Comment que le département des données, des analytics ont été créés. Pas ont été créés, mais comment que les équipes ont pris avantage de ce processus-là, entre autres, et tout ce qu'on voit dans les majors, que ce soit les laboratoires de lanceurs, les trackmen, ou les trucs comme ça pour les lanceurs et pour les frappeurs. Donc, c'est très intéressant. Je vous le conseille. Et Phil, un jour, je vais te le redonner. La prochaine fois qu'on se voit, tu me feras penser. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont retenu votre attention cette semaine? Pas vraiment. À part que les Yankees sont décevants. Ouais, mais Jazz, écoute, si tu veux partir, si tu veux chialer sur Jazz, vas-y. Je vais prendre 2 secondes. Jazz, là. Ouais. C'est ça. Il est très décevant.
Puis, tu sais, d'avoir 0 circuit jusqu'à maintenant, c'est la première fois de sa carrière, je pense. J'ai vu que c'est la première fois de sa carrière qu'il passait au-dessus de 6 matchs. Ou en tout cas, c'était quelque chose de genre au-dessus de 6 matchs sans circuit, là. Il est rendu quoi, à 15... on rendu à combien de matchs, là? Une quinzaine de games? 18, là? Peut-être max 20, là. Ouais. En tout cas, il n'y a pas de circuit encore, fait qu'il est vraiment dans une léthargie, fait que j'ai bien hâte qu'il sorte de ça parce qu'on a comme besoin de lui, parce que là, les Yankees, ça va pas... Ben, je veux dire, je m'attendais à plus de victoires jusqu'à maintenant. Fait que c'est peut-être ça qui a retenu mon attention, parce que là, dans la dernière semaine, c'était pas fameux, là. Il est encore tôt. Ouais, Faut que je rappelle que Jazz a dit au début de l'entraînement qu'il allait pour une saison de 50-50. Je pense que ça va être à revoir comme objectif. Il faudrait qu'il se concentre à connaître les règlements de ce qui se passe. Il faudrait qu'il commence par embarquer ses buts. Ça serait un bon départ. Là. Aussi. Parce que, Aussi. C'est peut-être, mais j'ai hâte, ça serait bien, un autre 2 secondes, là, ça serait bien qu'il rappelle Dominguez, je pense. Parce qu'il est en feu dans le 3A, puis il n'y a pas grand monde en feu en ce moment chez Yankees, fait que il me semble que je l'amènerais pour un petit vent de fraîcheur, puis un petit push là, pour les joueurs qui produisent moins. Là. Voilà. C'était mon petit... surtout quand Randall Grichuk qui est rendu, qui start au champ gauche, je veux dire. Ouais. Non, c'en est un autre que je comprends pas trop pourquoi il continue à avoir... je comprends pas trop pourquoi il continue à être dans le partant. C'est ça, en tout cas. Ouais, c'est ça, exact. Ils sont sans spécial. Bon, avant de terminer, vos séries de la semaine pour le prochain épisode? Je peux commencer. Moi, j'avais les Red Sox. On en a parlé un peu tantôt. J'avais les Red Sox contre les Tigers. Donc, ça commence vendredi jusqu'à lundi. La raison pour laquelle j'ai choisi... un 4 jours. Oui. La raison pour laquelle j'ai choisi ça, bien évidemment, 4 jours, ça veut dire qu'on voit Terry Skubal lancer au moins une fois. Parce qu'il est cédulé pour lancer, je crois, samedi. Contre Brian Bayo. On a Suarez contre Casey Mize, je pense, vendredi. Donc, ça va être des bons duels de lanceurs, ça, c'est sûr. Puis, j'ai hâte de voir Roman Anthony. Je n'ai pas nécessairement regardé beaucoup de matchs de ces matchs depuis la Classique. Donc, ça va être quelque chose que j'ai hâte de voir. Moi, j'avais en fait, j'ai les Dodgers contre les Mets. Cette série commence ce soir. Non, ça commençait lundi. Oui, c'est ça. Ah oui. Ah, c'est parce que j'avais les autres. Ok, oui, excuse-moi. En plus, je l'ai écouté la game. Je suis vraiment perdue. Wow. Ok. Ouais, lundi. C'est parce que je voyais une game aujourd'hui. En tout cas, il y a une game aujourd'hui, tout le monde. Fait qu'allez écouter ça. Mais ouais, c'est une série... c'est sûr que les Mets sont un peu décevants. Je m'excuse, Thomas. Non, avec Soto qui est blessé en plus, j'aurais voulu voir Soto jouer. Dans le fond, là, moi, je sais bien que... Bon, je suis anti-Soto depuis qu'il est parti, mais j'aurais voulu le voir jouer. Mais tout ça pour dire que c'est toujours une bonne série. Je veux dire, les Dodgers, c'est tout le temps une équipe qui tente d'avoir joué avec tous les bons joueurs qu'ils ont. Là, donc, je veux dire, je pense pas me tromper cette semaine là, avec ce que j'ai choisi comme série. Là, donc, c'est à voir. Ben, écoute, pour avoir écouté les 2 premiers matchs de la série, c'est une série frustrante, disons comme ça. Les lanceurs Dodgers, Robolski, qui a eu le départ de sa vie lundi, sans trop spoiler, hier aussi Yamamoto, qui a été très bon duel de lanceurs avec Nolan McLean. Donc, on verra pour ce soir, mais les Mets peuvent pas grand-chose. De mon côté, j'ai décidé de suivre la série entre les Cubs et les Phillies. Une série de début de semaine, donc vous comprendrez qu'au moment qu'on enregistre, c'est le dernier match ce soir de la série. C'est 2 équipes qui n'avaient pas nécessairement connu un bon début de saison.
Mais c'était pas mauvais non plus. Donc, je vais voir un peu qu'est-ce qui clochait du côté de ces équipes-là. Peut-être que Phil pourrait m'en expliquer davantage. Mais ouais. Les Cubs et les Phillies, une série qui est quand même assez intéressante pour l'instant, dans les deux premiers matchs. Donc, c'est ce qui fait le tour de nos séries. On va s'en parler lors du prochain épisode, évidemment, la semaine prochaine. Et de mon côté, merci de nous avoir écoutés. Je vous invite à vous abonner sur Spotify, Instagram, YouTube, Apple Podcasts, TikTok, n'importe quelle plateforme où est-ce qu'on est à l'encours de Radev. Phil, Laurie, merci beaucoup d'avoir été là. À toi. Et ça fait plaisir. Et d'un côté, on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de l'encours de Radev. Et d'ici là, j'espère que vos équipes gagnent, honnêtement. À part si c'est contre les Mets. Parce qu'on a assez perdu comme ça. Mais bon, je souhaite qu'il passe une belle semaine de baseball quand même à la maison. Merci tout le monde et on se reparle la semaine prochaine.